Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit Pasteur Dra Yao Mawena. Il est consultant en ressources humaines et il est toujours sur ce plateau avec vous. Aujourd'hui, Pasteur va parler de la vision. Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce qu'une puissance pour une vision? Est-ce que vision et rêve, il y a une relation? J'espère que le consultant en ressources humaines s'est bien armé pour pouvoir nous donner toutes ces réponses. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Comment ça va? Non, ça va très bien. Toujours en forme. Oui, merci une fois encore d'être dans cette émission Idée. Je le disais tantôt, nous allons parler de la vision. Oui. Nous allons chercher à voir la puissance de la vision. Est-ce qu'on peut avoir une relation entre la vision et le rêve? Mais puisque vous êtes là, j'espère que vous pouvez donner des réponses à toutes ces questions. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Donc, une fois encore, merci pour avoir accepté notre invitation. La vision. Tout ce qui est créé dans ce monde a été créé deux fois. D'abord, il y a une création mentale. Cette création mentale-là, c'est cela qu'on appelle vision. Ensuite, le physique. Nous voyons la chose physiquement. Chaque fois que je vois la chose mentalement, ou mieux encore dans mon imagination, on parle de vision. Et chaque fois que c'est devenu une réalité, c'est-à-dire physique, il n'y a plus de vision. Et on parle maintenant de la réalité. Le mental de l'homme a trois compartiments. Nous avons l'imagination, nous avons le raisonnement et en troisième position, nous avons la mémoire. La mémoire, c'est le passé. La mémoire est finie. Si vous voyez dans le passé, à un moment, vous ne pouvez plus continuer. Peut-être entre 2 ou 3 ans, vous oubliez le reste. Le raisonnement, c'est ce que moi et toi, nous sommes en train de faire présentement. Et en troisième position, nous avons l'imagination. L'imagination est la mère de la vision. L'imagination est vague, mais si dans votre imagination, vous avez un focus, vous avez un peu précis dans votre imagination, on appelle ça votre vision. Comment se caractérise-t-elle cette vision-là? Comme je l'ai dit, c'est mental, c'est tout juste une image. Alors, il faut arriver à changer cette vision-là en réalité. En faisant quoi d'abord? Quand la vision peut être changée en projet, ce que j'ai vu par une image dans mon imagination, je change cela en projet. Et dès que le projet est écrit, je vais voir comment réaliser cela. Et ça prend d'autres ingrédients. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois que vous voyez une vision ou bien vous avez une vision de quelque chose dans votre entendement ou bien dans votre imagination, c'est vague. Bien que cela soit un point précis, il faut arriver à ramener cela dans la réalité en changeant cela en projet. C'est très important. Si la vision n'est pas changée en projet, elle demeure toujours un rêve. Et chaque fois, nous avons des choses vagues que nous avons en nous. Et toutes ces choses vagues-là, ce sont des rêves ou bien notre imagination. En général, j'ai constaté que tout ce que nous avons dans cette vie a sa fin en lui. Ou mieux encore, toutes les choses que nous avons, ces choses-là ont leur fin en elles. Je prends une graine d'orange. Quand j'ai la graine en main, moi seul je peux déterminer
l'avenir de cette graine. Une personne voit un arbre, c'est-à-dire un oranger. Une autre personne, dans son imagination bien sûr, une autre personne est en train de voir une branche de l'oranger. Une autre personne est en train de voir des oranges. Et une autre personne est en train de voir des jus d'orange. Donc notre perception de la graine est différente. Et là où ta perception s'arrête dans ton imagination, on appelle la vision. Ça, sa vision. Quelqu'un va dire, la vision de cette graine-là, c'est de produire un oranger. C'est-à-dire que quoi? Il a pensé tout de suite à l'ombrage. C'est-à-dire, les feuilles de l'oranger vont constituer de l'ombrage. Une autre personne voit derrière des oranges. Et une autre personne voit des jus. Et une autre personne va plus loin. Il voit cela dans l'estomac de quelqu'un. C'est la destination finale. Alors, de ce que tu vois est dérivé ce qu'on appelle ta vision. Est-ce qu'il est donné à tout le monde d'avoir une vision? Toute personne qui a de l'imagination doit avoir une vision. Et c'est choquant de le dire. De la vision détermine l'avenir de chacun de nous. Vous savez, nous avons deux types d'individus dans ce monde. La première catégorie d'individus veut un emploi. C'est-à-dire qu'ils sont partis à l'école, on les a fabriqués à devenir employés chez un employeur. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui a une vision. Bien sûr, tu vas me dire que être employé chez un employeur, c'est une vision. Oui, c'est vrai. Mais ça limite tes potentialités. Alors, il y a une deuxième catégorie de personnes qui utilisent le pouvoir et ce que nous appelons la puissance de la mentalité pour se focaliser sur quelque chose que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens n'aimeraient pas faire. Beaucoup de gens pensent impossible. Des fois dans sa jeunesse, des fois quand il commence à vieillir, des fois dans sa tendre enfance, il commence par imaginer quelque chose que personne ne voit. En se focalisant sur cette chose, il arrive à faire sortir ce que nous appelons, ou bien ce que moi et toi nous appelons aujourd'hui quoi? Une vision. En essayant d'accomplir cette vision-là, on dira demain qu'il a réussi ou qu'il a échoué. Bref, la vision fait de toi ce que tu es. Dans ces deux catégories de personnes, celui qui a une vision d'être un employé quelque part et celui qui a une vision de développer quelque chose pour lui-même, est cette personne-là dont moi et toi nous voulons parler plus aujourd'hui. Cette personne qui se lève un jour, se focalise sur un objectif, ou mieux encore une vision, et passe par tous les moyens pour l'atteindre. Pourquoi je passionne tant ce débat? Ce débat-là détermine le succès et l'échec dans la vie. Celui qui a une grande vision et un jour atteint cette vision-là, on dit qu'il a réussi. Celui qui a une petite vision et un jour atteint cette petite vision-là, on dit que lui aussi il a réussi, mais de la manière la plus petite que cela soit, dont sa vision n'est pas éclatante. Et malheureusement, dans cette vie-là, beaucoup n'ont même pas de vision. Oui, si on raisonne au niveau continental, au niveau du développement, est-ce qu'on peut dire que
les pays développés, les superpuissances ont une grande vision et les pays sous-développés, les pays en voie de développement ont une petite vision? C'est une question délicate. Moi, je pense que ce n'est pas une question de pays développés et de pays non développés. C'est une question de quel leadership. La vision est liée au leader. Si le leader a une grande vision, vous allez voir que tout ce qu'il a autour de lui est grand. Si le leader a une petite vision, tout ce qu'il a autour de lui est petit. Alors, pour aller plus loin, la plupart des pays que vous appelez les pays sous-développés, est-ce que les dirigeants ont la vision? Ou bien c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale qui leur détermine leur vision? Comment est-ce que dans ta souffrance, je t'exploite? Est-ce que je peux t'aider à réussir? Voilà la différence. Donc, il faut que nos États émergent avec des leaders qui un jour arrivent à se débarrasser de ces institutions-là pour agir avec leur mental, leur intelligence. Et vous allez voir que les choses seront mieux. C'est de mon avis. C'est de votre avis. Les humains que nous sommes, comment faire pour avoir de grandes visions? Le tout part de l'imagination. La vision, c'est comment tu vois l'avenir. C'est anticiper l'avenir à partir du présent. Quand tu vois l'avenir très grand et tu te fixes un grand objectif et que tu t'efforces à atteindre, un jour sûrement, tu l'atteindras. Et il faut bien me suivre ici, la vision parle d'elle-même. Les grands visionnaires ne se lèvent pas et disent « Et demain ça sera comme ça, après demain ça sera comme ça ». Non. Les grands visionnaires se cachent et travaillent. Et quand vous les suivez, avec le temps, la vision parle d'elle-même. C'est-à-dire, quand la vision va s'accomplir, les gens disent « Oh, on comprend maintenant ce qu'il faisait. On comprend maintenant pourquoi il agit de la sorte. » Comme j'ai posé comme principe de base, une vision a sa fin en elle. Et deuxième principe de base, la fin d'une vision parle. Et donc, en tant qu'un individu, je veux avoir une grande vision, ça dépend de moi et de moi seul. Comment j'utilise le pouvoir de mon mental. Si je pense que mon mental, c'est de voir de petites choses, tu auras de petites choses. C'est de voir que dans votre mental, vous aurez de grandes choses, vous aurez de grandes choses. Et l'accomplissement d'une grande vision détermine la grandeur de ce qui a été fait. Pour que notre imagination puisse nous produire de grandes visions, quels conseils vous donnez à tous ceux qui sont en train de vous écouter présentement? C'est de voir grand. Voir grand. C'est un don que Dieu a donné aux pauvres, c'est un don que Dieu a donné aux riches, c'est un don que Dieu a donné à l'orphelin, c'est un don que Dieu a donné à la veuve et aux veufs. C'est un don pour tout le monde. Le bon usage de son mental. Et quoi dans le mental? L'imagination de son mental. Car l'imagination est la mère de la vision. C'est-à-dire, à tout le monde qui m'écoute, vous pouvez anticiper l'avenir à partir du présent. Aujourd'hui même, tu dois voir ce que tu peux devenir demain. L'imagination est la mère de la vision, n'est-ce pas? Oui. Bon, supposons que vous êtes né et vous êtes dans un environnement où on ne voit que petit. Alors,
Vous êtes en train de parler des facteurs environnementaux, les conditions dans lesquelles nous sommes nés. Vous voyez, la mémoire peut jouer sur l'avenir. Comment? Chaque fois que vous voulez projeter l'avenir, vous allez tirer un échec de votre mémoire. C'est-à-dire, mon grand-père avait échoué, mon père a échoué, donc moi aussi je vais échouer. Donc, mon père l'avait vu, mon grand-père l'avait vu petit, mon père l'avait vu petit, donc moi aussi je vais voir petit. Mon grand-père n'a pas atteint ce niveau, mon père n'a pas atteint ce niveau, donc moi aussi je ne peux pas l'atteindre. Donc votre mémoire commence alors par influencer votre vision. Ça, je pense que vos parents ont fait. Maintenant, les conditions environnementales même. Je suis dans une localité où il y a des cases en paille ou bien des cases en tôle. Toutes les maisons sont en tôle. Et moi, je rêve qu'un jour, je vais couler les dalles. Tout le monde va te trouver étrange. Qui l'a déjà fait dans cet environnement-là? Où est-ce que tu as une fois entendu parler de dalles? Peut-être que tu as voyagé quelque part, tu as vu les dalles. Et tu dis que je vais faire les dalles. Et les gens commencent par te trouver étrange. Alors, il y a une force dans nos localités qui tire un individu à être comme les autres. Dès qu'un grand visionnaire émerge, sachez qu'il y aura une force contraire pour le tirer, pour être à l'image des autres. Voilà la première chose qui tue la vision. Voilà pourquoi un conseil que je donne aux visionnaires, c'est de tout faire pour vivre selon eux-mêmes. Avoir confiance en soi. Ne pas se fier trop de ce que les gens disent autour de vous. Je donne cette illustration. Ce matin, me voilà habillé en veste, cravate, et puis je sors. Arrivé au bord de la route, Monsieur Condon me dit, « Pasteur, vous êtes très mal habillé aujourd'hui. » J'ai dit, « Ah bon? » J'enlève la veste, il dit que non, c'est pire. Enlève la cravate aussi. J'enlève la cravate, il dit, non, 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 c'est pire. Tu n'es pas du tout bien habillé. Alors qu'est-ce que je fais? J'enlève mon habit et maintenant je suis en tricot et peut-être mon tricot est déchiré au-dedans de moi. Et M. Condon me dit maintenant, tu es très bien habillé maintenant. Et je dis maintenant, je suis bien habillé parce que M. Condon dit que je suis bien habillé. Je suis élégant parce que M. Condon me dit que je suis élégant. Voilà à peu près ce que dans notre vie ou bien dans notre environnement, les gens nous font. Les gens veulent déterminer ce que nous devons être. Nos parents, l'école, nos amis, l'environnement. Tu n'as pas le droit de penser autrement. Si tu commences pas à penser autrement, imaginer autrement, on va te voir bizarre. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut que les gens, pour maintenir une bonne vision, il faut que les gens aient une confiance en soi, d'abord, être sûr de soi-même. Il faut savoir que ce que vous faites est une bonne chose. Bien sûr, il faut s'attendre aux critiques. Il y a les côtés positifs dans les critiques. Mais généralement, il faut prendre les critiques de ceux qui ont réussi là où vous n'avez pas encore réussi. Pas les critiques des gens qui ont échoué. Est-ce qu'il est forcément vérifié que quand vous avez un environnement grand, un environnement où tout le monde passe grand,
Vous aussi, vous allez passer grand? Nécessairement. Voilà pourquoi certaines choses se perpétuent dans la vie. Vous voyez, vous étudiez, je prends 80% par exemple des politiciens dans mon pays ont vécu dans un environnement politique. Où est-ce que le poisson évolue mieux? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Où est-ce que l'oiseau évolue mieux? C'est dans l'air. C'est dans l'air. Si vous prenez des gens qui ont une tradition de commerce dans leur famille, naturellement, ils deviennent de grands commerçants. Vous voyez des localités où il y a une tradition de pasteurs. Vous allez voir que beaucoup de pasteurs sortent de cette localité-là. Parce que généralement, c'est une tradition. Dans nos localités, ce que quelqu'un voit, les conditions dans lesquelles quelqu'un a vécu. Je suis en train de parler indirectement des choses qui peuvent influencer la vision de quelqu'un. Et la plupart de ces choses-là, c'est quoi? L'environnement, où il est né, qu'est-ce qu'il a vu en grandissant, ce qu'il veut faire là, quelqu'un l'a déjà fait autour de lui. Donc, il y a cet effet d'imitation qui influence beaucoup notre vision. Bien sûr, cet effet-là a son aspect négatif, c'est-à-dire tout le monde veut être tout le monde. Il n'y a pas de particularité, mais généralement, au milieu de ça là, si quelqu'un transcende cela et cherche à se découvrir à partir de ses dons et de ses potentialités, on dit qu'il est différent. Ceci étant, est-ce qu'on peut comparer une vision à un rêve? Les rêves, généralement, peuvent aider à avoir une vision. Un rêve ou un songe a une source des fois surnaturelle. Je prends Abraham Lincoln, qui au cours de la guerre de sécession vit en songe quelqu'un qu'il appelait un ange, qui lui dit, après cette guerre, tu vas fédérer tous les États américains pour devenir une grande nation. Ça, ce n'est qu'un songe. Quand l'ange ou bien celui-là qu'il a vu de surnaturel est parti, il faut qu'il change maintenant ce songe-là en projet. Donc, l'image de ces songes-là l'a aidé, ou bien l'image de ce rêve-là l'a aidé à avoir maintenant quoi? Son projet. Donc, d'une manière surnaturelle ou par d'autres moyens, si vous êtes rêveur, ça peut vous conduire définitivement à avoir une vision. Et la vision, pour moi, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dans ton imagination, dans ce que tu rêves, quel est le focus? Quel est le point final? Ça, c'est la première définition de la vision. Il y a une autre définition qui pourra mieux nous aider à mieux comprendre la vision. Je vous vois, M. Condon, et au-delà de vos faiblesses, au-delà de vos mauvais comportements, je vois plutôt la bonne chose, la vertu. Je vois le plus grand don que tu as. Ça, c'est une autre forme de vision qui aide à faire quoi? À faire sortir des autres ce qu'ils ont de caché en eux. Aider les autres à découvrir leur voie. Aider les autres à aussi réussir. C'est une autre forme de vision. Et c'est cette vision que doivent avoir par exemple les parents. Nous qui avons les enfants, nous les éducateurs, voir au-delà de la faiblesse de l'individu ce qu'il peut faire de grand, ce qu'il peut faire de perpétuel, et se focaliser sur ça, au lieu de se focaliser sur les faiblesses et les mauvais comportements de l'individu. Ça, c'est une autre forme de vision. Et ça, là, vous permet de mieux comprendre la première définition, au lieu de parler des rêves surnaturels et des songes surnaturels. Oui, est-ce que ce type de vision dont nous parlons peut être comparé à la vision dans une église? La vision dans une église est une vision surnaturelle. La vision dans les lieux de croyance
est surnaturel. Même si vous allez chez les féticheurs, ils ont une forme de vision. Ils peuvent faire la divination, vous dire votre avenir. Je crois en cela. Quand on vous le dit, comment est-ce que vous-même vous changez cela en quoi? En un projet, en une destination finale. C'est de ça qu'on parle. Je parle de quelque chose de scientifique. Je t'ai dit que Abraham Lincoln a vu quelque chose. Mais comment il a réussi à changer cela en quelque chose qui fait la fierté de tout le monde aujourd'hui, de cette vision surnaturelle, ou bien de ce son surnaturel, est sorti maintenant quoi, un objectif précis, arriver à fédérer tous les États aux États-Unis pour être United States of America ou bien les États-Unis d'Amérique. La puissance d'une vision. Pourquoi on parle de puissance d'une vision? Ce n'est pas une définition surnaturelle de puissance surnaturelle pour moi. La vision façonne un individu. L'accomplissement d'une vision fait de vous un homme réussi ou un homme échoué. Tout ce que je suis aujourd'hui, même ce départ-là que nous sommes en train de faire, ce raisonnement que je fais, tout ce que je connais en matière de ressources humaines, c'est une vision que j'ai accomplie. J'ai débuté ça il y a 40 ans. Je ne me suis pas levé un jour pour devenir consultant en ressources humaines. J'ai mis pratiquement près de 40 ans pour me chercher, pour apprendre, me cultiver dans tous les domaines, essayer de comprendre le mécanisme du fonctionnement de la vie et de la nature. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce que je suis n'est que accomplissement d'une vision que j'ai débutée il y a longtemps. Rien ne me surprend dans la vie, rien ne m'étonne dans la vie. Je crois peu à la chance. Donc, vous voulez conclure en disant que la puissance d'une vision provient de la manière dont vous avez réalisé votre rêve. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que si vous voyez un grand homme, c'est parce que quoi? Il a réalisé un rêve. Et ces grands hommes-là, ils deviennent nos stars. Vous voyez, je vais aller de la sorte. Quand vous venez dans cette vie-là, il faut toujours vous poser 5 questions fondamentales. Quelle est mon identité? Qui suis-je? Deuxième question fondamentale, quel est le propos pour lequel je suis dans le monde? Ou bien quel est le sens de ma vie? Troisième question fondamentale, quelles sont les potentialités que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai en moi? Et je pense, la 5e question fondamentale, où vais-je dans la vie? Où est-ce que je vais? Et c'est cette dernière question-là que nous sommes en train de répondre aujourd'hui. Les autres questions, peut-être ça peut être l'objet d'autres débats à venir. Où est-ce que je vais? Et très souvent, les gens confondent là où je vais avec le propos de ma vie. Comme je l'ai dit, le Créateur ou bien tout ce que vous voyez dans la vie là, tout ce que vous voyez dans la vie a sa fin en soi. C'est comme ça que le Créateur a créé cela. Maintenant, je me tourne vers toi. Vous, quelle est votre fin en vous? Voilà des questions qui ont commencé par me tracasser il y a des années de cela. La nature est faite de la sorte, moi. Quelle est ma fin qui se trouve en moi? Alors je commence par voir ma fin dans tout ce que je fais. Et l'imagination me permet de voir ce que je fais très grand ou bien très petit. Maintenant, quelles sont les potentialités en moi qui pourront m'aider à aller là où je vais? Et c'est encore un autre débat très délicat. Si je décide d'être employeur chez quelqu'un et je vais à l'école, c'est l'école qui met ce que je dois faire demain en moi. Et avec mon diplôme, les employeurs viennent, j'ai besoin de celui-ci, j'ai besoin de celui-ci, comme on le faisait à l'époque.
Ce que les gens ne savent pas, ils ne savent pas, à l'époque, c'est l'État qui venait dans les écoles chercher ceux qui finissent, ou bien ceux qui ont le diplôme. Aujourd'hui, c'est peut-être le contraire. Moi, j'ai un rêve, c'est que demain, les gens se prennent en charge en utilisant leurs dons et leurs potentialités qui sont en eux, jusqu'à ce que l'État vienne supplier les gens à travailler pour eux. Et je crois que ça va arriver un jour. Parce que quand les gens vont comprendre ce que c'est qu'une vision et les potentialités qui se trouvent en eux et cherchent à poursuivre leur vision à eux, en utilisant les dons et leurs potentialités en eux, je pense que un jour là, nos secteurs que nous voulons tous utiliser aujourd'hui pour avoir un gagne-pain, ce secteur-là plutôt courra vers nous pour que nous puissions les aider à progresser. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une réussite, vous avez quelque chose en vous que vous pouvez utiliser pour réussir. Votre don, votre talent que personne n'a. Avec ce don et ce talent-là, est un projet, est un objectif, est une vision. Poursuivez cela, un jour, la vision va parler d'elle-même. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à avoir de vision, qui vont transformer en projet et réaliser concrètement pour qu'on puisse voir et toucher des mains, n'ont pas une bonne imagination ou bien n'ont pas pu concrétiser l'imagination en vision et vision en projet. C'est des gens qui voient plus les montagnes, les problèmes dans la prise en charge de soi. C'est des gens qui n'utilisent pas le pouvoir de leur mental. Et même s'ils pouvaient utiliser le pouvoir de leur mental, voient plutôt les difficultés. Ce qui est plus simple, c'est d'aller travailler chez quelqu'un et gagner son gagne-pain. Et ça a conduit à quoi? Des gens frustrés dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas accomplis. Les choses en eux ne sont pas... ils ne sont pas vides. Monsieur Condon, est-ce que vous savez que la plus grande tragédie dans la vie, c'est dans le cimetière? Le cimetière a la solution à tout. Mais toutes ces choses ne sont jamais évidentes. Personne n'a jamais touché. Donc le lieu le plus riche pour moi dans cette vie, c'est au cimetière. Vous allez au cimetière, vous allez même peut-être dans la mentalité d'un Togolais mort, le médicament du Covid-19. Vous allez dans les projets d'un Togolais mort, le plus grand pasteur plus que l'Institut Pasteur. Vous allez dans la mentalité d'un Togolais mort, la plus grande banque, plus grande plus que la Banque mondiale. Ce n'est pas un... Avant ces rêves-là, c'est pour les Américains. Il faut qu'on arrive à définir 3 mots importants. L'imagination. C'est ce que vous voyez vague dans l'avenir. Et celui qui voit vague dans l'avenir est un rêveur. Quand vous avez un point fixe dans votre imagination, on dit que vous avez une vision. Maintenant, le propos. Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que le Créateur, en vous créant, a mis en vous qui fait de vous un homme particulier? Le propos de l'oiseau, c'est de voler. Le propos du poisson, c'est de nager dans l'eau. Alors, à partir de ça, je peux faire quelque chose. Et si vous étudiez bien le monde, vous allez voir que nous abusons de tout ce que Dieu nous donne. Ou bien, nous abusons de tout ce que nous avons. Les choses ne sont pas utilisées dans leurs propos. Supposons que vous avez une télévision qui peut faire le Wi-Fi, le WhatsApp, jouer YouTube. Une télévision qui a la possibilité de faire tout ce que votre portable peut faire, mais que vous ne savez pas. Mais tous les jours, le journal parlait. À la fin du journal, vous éteignez ça.
vous prenez votre portable, vous avez mal aux yeux, dites, oh, les images sont petites. Mais tout le temps, vous ne savez pas que votre télévision peut faire ce que vous pouvez faire avec le portable. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'abuser de la télévision. Et sous-utiliser la télévision? Oui, c'est-à-dire c'est un abus aussi. Ce n'est pas surutiliser seulement qu'il y a abus. Alors, si je vous disais maintenant que vous sous-utilisez vos potentialités, qu'est-ce que vous allez dire? Tout ce qui est en vous, peut-être que vous avez fait sortir que le tiers, les 2 tiers sont toujours en vous. Et un jour, on va retrouver ça dans la tombe peut-être. Alors que vous l'aviez en vous. Et c'est ce que nous sommes dans ce monde. Pourquoi on dit potentialité? Ce qui est en vous qui n'est pas encore sorti. C'est ce qu'on appelle potentialité. Et moi, je veux me vider avant de mourir. Je veux me vider. Parce que quoi? J'ai beaucoup de choses en moi. Un ami me disait la dernière fois, je ne pense pas vous voir sur ce terrain-là. Je croyais que tout ce que tu peux faire, c'est de chasser les démons, bien prêcher et bénir les gens. Mais vous voir dans un débat, je ne pense pas vous voir là-bas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Il dit, je dis aux gens, sans me tromper, que vous êtes un grand homme. Vous me comprenez? Pourquoi cette observation-là? C'est parce qu'il est en train de voir que quoi? Je transcende la perception que les gens avaient de moi. Et tout le monde a la capacité. Tout le monde a en lui ce qu'il faut pour transcender cette perception que les gens ont de lui. En faisant quoi? Pas en devenant plus beau, pas en devenant plus élégant, mais en développant toutes les potentialités, en les faisant sortir, en les mettant à la disposition des autres. Il y a l'année passée, je suivais un jeune Ivoirien que je ne connaissais pas. Oui. Un jeune Ivoirien qui est mort, et sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les grandes chaînes de télévision, il dit, mais qui est ce DJ Arafat là? Alors j'ai voulu comprendre. Mais les gens ont été obligés de lui faire un hommage national. Je veux mieux le comprendre. On dit, il était un jeune, il ne peut pas faire 2 mois sans faire sortir d'autres pas de danse. Il était un jeune qui a influencé beaucoup la jeunesse par ses chansons. Il ne peut pas faire plus de 2 ou 3 mois sans faire sortir d'autres chansons. Mais malheureusement, il est décédé à 33 ans par accident. Mais pour moi, il s'est vidé. La preuve, c'est que la plupart des choses qu'il a fait, les gens sont en train de l'écouter maintenant. Les gens, vous voyez cette jeunesse-là folle en les écoutant. À côté de nous ici, il y a des jeunes qui étaient amis à mes enfants quand ils étaient à l'école et qui, tout d'un coup, sont devenus des stars. Parce que quoi? Ils ont amené une solution aux aspirations de la jeunesse. Je veux parler des Touffants. Ils ont ébloui les gens quand ils passent, même à l'étranger. Je suis fier quand on parle des Touffants. Pourquoi? Ils se sont réalisés qu'à un moment donné de leur vie, que nous avons un don en nous, nous avons des talents en nous, que nous pouvons cultiver et devenir grands. Ils se sont mis à travailler sur ça. Et toujours unis, ils sont en train de remporter de grandes victoires. Et ça fait une fierté nationale. Ils ont eu des visions individuelles qu'ils ont réalisées. Voilà. Et la deuxième partie de cette émission, c'est la vision à tous les niveaux. Autrement dit, est-ce qu'il est permis aussi à une femme d'avoir la vision comme un homme?
Nous sommes dans un pays dans lequel une femme est Premier ministre, une femme est présidente de l'Assemblée nationale. Les femmes sont des visionnaires comme des hommes. Pourquoi? Les femmes ont un mental. Les psychologues n'ont jamais dit que la mentalité des femmes est différente de la mentalité des hommes. Les femmes ont une mémoire. Les femmes ont un raisonnement. Les femmes ont de l'imagination. Donc, les femmes peuvent avoir une vision. Le tout dépend de comment on les a façonnées. Quand on te façonne que ta vision dans la vie, c'est devenu un jour pondeuse d'enfant et de préparer à manger à ton mari. La personne grandit en réfléchissant comme ça. Je serai la meilleure femme du monde. À 4 heures, je vais me lever, préparer un bon plat pour mon mari, l'accompagner au champ, préparer à midi pour lui, revenir avec des fagots de bois sur la tête. Oui, je le ferai bien, que les gens diront que je suis la meilleure femme porteuse de meilleurs fagots de bois, la meilleure femme qui s'est préparée plus que toutes les femmes, la meilleure femme que son mari dit toujours que non, cette femme-là, ses plans sont succulents. Donc, toute la vision d'une vie s'arrête à quoi? Se lever, préparer à son mari et faire des enfants. Et voilà comment la plupart des femmes dans nos localités traditionnelles, la plupart des femmes même dans nos localités urbaines, ont été façonnées. Mais actuellement, les femmes sont en train de transcender cela. Vous savez, le Togo est une particularité parce que depuis, les femmes ont été même détentrices d'une grande part de l'économie. Nos femmes sont spécialistes dans le commerce, à telle enseigne que le mythe de Nana Benz est connu dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Oui, si je vous pose cette question, ouais, c'est dû au fait que pendant longtemps, les hommes ont toujours mis au second plan les femmes. Nous vivons dans une localité où la plupart des croyances disent que l'homme est supérieur à la femme. Nos traditions disent l'homme est supérieur à la femme. Si nous prenons les grandes croyances, le judaïsme, le christianisme, l'islam, c'est des croyances qui prônent la soumission complète de la femme et donc ne prônent pas trop l'épanouissement du sexe féminin. Peut-être tu diras que ce n'est pas bon d'écouter ça de la bouche d'un pasteur, mais quand vous étudiez bien ces religions-là, c'est ce que vous notez. Mais en réalité, moi personnellement, je pense que c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Parce qu'il y a un mot qui un jour m'a choqué. Car la femme est l'aide de l'homme. C'est une aide. Étymologiquement, une aide n'est pas inférieure à toi. Une aide est supérieure ou égale à toi. Et c'est tout ce qui me retient mon attention. Nous devons arriver à transcender cette conception de la vie, ou bien de nos religions, ou bien de nos traditions, ou bien de nos cultures, qui met l'homme au-dessus de la femme. Loin d'être un féministe, je veux dire que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Ainsi, à quelle étape de la vie d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, l'on doit travailler pour la réalisation de sa vision et son développement? Les gens savent très tôt. Ça vient par une prise de conscience de soi. Vous êtes dans le monde et que c'est les autres qui doivent déterminer ce que vous êtes. Vous n'allez jamais découvrir votre vision et vos potentialités. Un moment dans votre vie ou bien un temps précis de votre vie, arrêtez-vous. Posez-vous des questions suivantes.
1. Quelle est mon identité? 2. Quelle est ma source? D'où est-ce que je viens? 3. Quelles sont les potentialités en moi? 4. Quel est le propos de mon existence? Et 5. Où vais-je? Dès que ces questions commencent par vous tracasser là, nécessairement, vous allez commencer par être différent des autres. Les gens deviennent solitaires et dans la solitude, ils sortent toujours avec une grande vision. Les gens commencent par chercher, par une manière surnaturelle, quel est le sens de ma vie? Quel est mon avenir? Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai fait. Et j'ai découvert que je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Il y a les gens qui disent, si celui-là peut faire, moi aussi je peux faire. Mais je me rends compte que c'est don et talent. Je ne l'ai pas. Mais quel est le don et le talent que moi j'ai, qui est différent de leur don et de leur talent, que je peux utiliser pour réussir moi aussi? Ainsi de suite. Dès que je commence par me poser ces questions-là, à un moment défini de ma vie, je commence par découvrir quoi? Mes potentialités, ma source, mon identité. Et je découvre facilement où je peux aller dans cette vie. Oui, si vous découvrez votre vision, comment la travailler et comment la développer? La vision en elle seule ne suffit pas. La vision est mentale. Mais vous avez au niveau du cœur ce que nous appelons la passion. Dieu vous a donné aussi gratuitement un cœur. Et cette passion-là doit nécessairement accompagner la vision, c'est-à-dire cette force motrice qui vous pousse tous les jours à travailler sur votre vision. Et la passion dirige une autre chose que j'appelle la discipline. Quel est le nombre de temps que vous accordez à votre vision journalièrement? Il y a des gens qui ont une grande vision, ils n'ont pas de passion. Et troisième niveau, ils n'ont pas de discipline. C'est-à-dire qu'ils utilisent la plus grande partie de leur temps pour la distraction. Or, sans la passion et la discipline, la vision est toujours en retard. La vision n'est jamais accomplie. Donc, en plus de la vision, vous devez travailler d'autres aspects de leur vie. Ce que vous me demandez là, est-ce que ça rentre dans le sens de ma vision? Monsieur Condon dit, pasteur, viens, on va faire une émission. Vous savez pourquoi je suis là? C'est parce que votre émission est, moi, l'accomplissement de ma vision. En d'autres termes, vous m'aidez à accomplir une vision que j'avais à moi. Voilà pourquoi je suis là. Donc j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et dans ce monde-là, beaucoup de gens sont des tricheurs. Pourquoi? Ils n'ont rien à donner aux autres, mais ils utilisent ce que les autres ont. Ils doivent avoir toujours nécessairement quelque chose en eux pour donner aux autres. Donc dans ce monde-là, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Et pour finir, en répondant à votre question, je voudrais dire ceci. En plus de la passion, de la discipline, vous avez quelque chose que nous appelons aussi la conscience. Il y a certaines visions qui rentrent plus dans le mal que le bien. Et votre conscience peut vous diriger. Si votre vision, c'est de devenir le meilleur dealer ou bien le meilleur vendeur de la drogue du Togo, votre conscience va vous interpeller. Les lois de la nation vont vous interpeller, que dit non, la drogue est rigoureusement prohibée, c'est répréhensible. Donc, votre conscience doit aussi intervenir. Maintenant, au-delà de tout, la vision que vous avez dans votre imagination, quel est le cognitif que vous avez dans votre mémoire qui soutient cette vision-là? Dans le parcours de l'humanité, hier ou aujourd'hui,
on peut avoir des gens qui ont été caractérisés par la puissance de leur vision. Vous prenez Kwame Nkrumah, les panafricanistes. Un jour, il y aura l'Union africaine. Un jour, il y aura l'Union africaine. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais l'Union africaine fait son parcours de chemin. Les gens continuent pas à y réfléchir. Et vous savez une chose avec la vision, les visionnaires ne sont pas des fois obligés à voir la fin de leur vision. La plupart des visionnaires n'ont pas vu la fin de leur vision. Voyez, une autre grande personnalité, je prends le cas de Martin Luther King. Il dit, je fais un rêve qu'un jour les Noirs vont s'émanciper. Il voyait même un jour un Noir devenir président. Il est mort depuis. Mais Barack Obama est devenu président. Et pour aller plus loin, avant de mourir, il a fait un discours. Il dit, comme Moïse, je suis debout sur le mont Nebo. Je vois la terre promise proche, mais je n'irai pas là-bas. Mais comme un peuple, nous irons. Aujourd'hui, les Noirs mangent ce que lui, il a vu depuis. Bien qu'il soit mort. Vous voyez? Donc, le monde est façonné par les grands visionnaires. Abraham Lincoln, le grand architecte de la nation américaine, sans parler de nos États africains. On va parler des pères de l'indépendance et autres, parce qu'ils ont eu quoi? Une vision. Et aujourd'hui, des années après leur mort, on parle d'eux. Docteur Adra, le moment est arrivé pour qu'on puisse se séparer. Et certainement qu'on va se retrouver la prochaine fois. De la puissance de la vision, certainement que vous avez une conclusion à nous tirer avant de prendre congé de nous. La vision, anticiper l'avenir à partir du présent. En elle seule, ça ne suffit pas. Il faut ajouter la passion, il faut ajouter la discipline, il faut ajouter une bonne conscience. Et quel que soit ce qui arrive, un jour, votre vision parlera d'elle-même. Si cela tarde, attends-la, car sûrement, ça aura un accomplissement. Il n'est jamais trop tard pour une vision. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées qui a porté sur la vision, la puissance de la vision. Comment la puissance de la vision se manifeste-t-elle? Avec Dr Dra Yao Mawina, nous avons eu l'enseignement y afférent. Ce qu'il faut maintenant dire, c'est de vous dire merci, vous chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Idées. Vous avez toujours manifesté votre fidélité à cette émission. La télévision togolaise ne vous décevra jamais. Chaque semaine, vous aurez votre nouveau numéro de Idées. Les techniciens qui sont au chevet de Idées, Lindalo aujourd'hui, merci pour votre technicité, ainsi qu'à tous les autres techniciens qui ont collaboré autour de vous pour fournir, pour livrer ce numéro de Idées à nos chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, mais en attendant, je vous dis au revoir.